Lance. Bonjour, nous sommes sur le salon Solutions Linux Open Source 2011 avec François Letellier. Bonjour. Bonjour. Donc nous allons parler plus particulièrement de l'éditeur et du choix peut-être de l'open source ou du virage à amorcer pour l'open source. Ça veut dire quoi? On est un éditeur classique et on va vers l'open source. Quelle question on doit se poser, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, c'est une problématique qui se pose de plus en plus aux petits éditeurs. C'est-à-dire qu'en particulier en France, on a un tissu économique qui regroupe beaucoup d'éditeurs de petite taille ou de moyenne taille et qui sont sur des modèles classiques, par définition de l'éditeur, et qui se pose la question de l'arrivée de l'open source. C'est-à-dire tout ce que ça sous-tend. Est-ce que je dois passer moi-même sur un modèle open source? Est-ce que je ne dois pas y aller? Est-ce que éventuellement je dois trouver des stratégies pour contrer la vague open source? Donc pour moi, prendre le virage open source pour un éditeur, ça veut dire effectivement réfléchir à l'arrivée de l'open source sur le marché et réagir en conséquence pour ne pas se retrouver à être dépassé et dans 5 ans disparaître. Ça existe encore des éditeurs qui se créent aujourd'hui et qui font pas de l'open source? Vu les tailles du marché, vu les mastodontes qu'on a tout autour, l'oligopolisation, désolé du terme barbare, du marché, ça existe encore un éditeur qui, dans sa province ou dans sa capitale, se dit « je vais créer un logiciel propriétaire » ? Tout à fait. En fait, il y a beaucoup d'éditeurs qui historiquement ne sont pas open source et qui vivent plutôt bien sans être forcément des mastodontes. Et pour les créateurs, la question se pose véritablement parce que tout simplement, les investisseurs très souvent ne connaissent pas bien le modèle open source et donc ne sont pas forcément prêts à suivre une société qui n'aurait pas protégé sa technologie, mis dessus des droits de propriété intellectuelle forts et derrière vendrait tout ça sous un modèle connu, classique et prouvé depuis une trentaine d'années. Je pense que tous les créateurs de start-up dans le domaine de l'open source et des logiciels libres sont parfaitement conscients de ce que vous voulez dire parce que souvent les fonds de financement de l'innovation sont très durs à avoir quand on dit qu'on fait du libre parce qu'on ne protège pas le côté propriété intellectuelle. Mais ce qui est bien dans votre démarche, c'est donc je ne suis pas obligé de le faire ce virage-là. C'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit, du moment, de ma techno, j'ai plutôt intérêt ou pas à le faire. Qu'est-ce que je vais en tirer par exemple de le faire et quel risque je prends de le faire? Une stratégie open source mal maîtrisée, un passage sous licence libre, brute, sans tout l'environnement qui va avec, peut-être tout simplement sonner le glas de la société, peut-être l'arrêt de mort en fait, du projet, de la société, du produit. Passer en open source, ça veut dire non seulement apposer une licence libre sur un produit qui initialement était sous licence propriétaire, ça veut dire surtout repenser complètement la stratégie d'innovation de la société et être prêt à ouvrir les murs, aller regarder ce qui se passe au-delà et finalement chercher de l'innovation ailleurs, se poser la question de la valeur, se concentrer sur cette valeur pour ne commercialiser au final que cette valeur ajoutée. Et ça veut dire donc pour la société remettre sérieusement en cause finalement beaucoup de choses fondamentales, à savoir l'idée qu'on est les meilleurs sur son domaine alors qu'on est dans son précaré derrière ses murs. Ça n'existe pas en informatique, ça n'existe pas du tout. En informatique, effectivement, ça n'existe jamais. Pas, que des gens modestes. Voilà. Et l'idée aussi que finalement, on peut avoir intérêt à sortir des murs de l'innovation pour que des autres s'en emparent et que ce n'est pas forcément jouer contre son camp. Très bien, justement, parce que j'allais dire c'est bien de passer à l'open source. Je connais des éditeurs qui ont fait le choix parce que stratégiquement ils ont été diffusés. Par contre, accepter une forme de communauté, c'est déjà une certaine chose parce que c'est peut-être manager des hommes ou, qui ne sont pas en interne. Mais en plus, accepter une communauté de ce qu'on appelle des intégrateurs qui font partie de la communauté de l'éditeur, c'est aussi autre chose. Quand on fait un virage open source, il faut s'habituer à avoir des gens qui vont peut-être vouloir travailler avec nous, nous poser des choses ou utiliser notre logiciel sans jamais nous faire ni toquer à notre porte, ni nous faire un petit chèque de remerciement de la qualité de notre travail. Alors effectivement, le schéma classique, c'est l'intégrateur qui se sert dans la base de code open source, qui, grâce à ça, répond à des appels d'offres, fait son business, et puis ne se manifeste jamais, jusqu'au jour où un bug critique
à ce moment-là, face à son obligation, mettons, d'assurer la maintenance de son système, le pousse à aller voir l'éditeur open source qui est à l'origine du produit. Et à ce moment-là, c'est inévitablement le clash, à savoir que l'intégrateur demande du support ponctuel et l'éditeur répond on ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, ça fait des années que vous n'êtes pas manifesté. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on devrait vous sortir de l'ornière dans laquelle vous êtes, alors que finalement, on n'a aucune relation contractuelle et puis on n'a aucun revenu de votre part. Donc effectivement, la sagesse veut dire, à ce moment-là, prendre les choses en amont et faire savoir largement auprès du public et des intégrateurs, des partenaires potentiels, que le support n'est assuré qu'à des gens qui ont une relation contractuelle. Donc par exemple des partenaires ou tout simplement des gens qui souscrivent des packs qui incluent du support. Très bien. Et pour conclure, donc dans ce cas-là, est-ce qu'un éditeur en création, est-ce qu'une start-up en logiciel libre, en open source, est-ce que c'est au fond vraiment une bonne chose, ou est-ce que dans ce cas-là, c'est peut-être plus pertinent de se dire bon allez, je vais m'enfermer dans mes murs pendant 3-4 ans, j'ai profité des fonds d'investissement pendant cette période-là, je vais faire suffisamment de lignes de code pour être tranquille du simple fait que la personne qui va vouloir me prendre le logiciel ou en profiter ait du mal à prendre la main. C'est quoi? Est-ce qu'on ferait pas mieux quand même de vivre caché un petit moment avant de se lancer ou pas? Effectivement, c'est un peu un pavé dans la mare là, cette question, parce que ça peut pousser à répondre. Effectivement, dans certains cas, il ne faut surtout pas y aller, il ne faut surtout pas faire d'open source ou faire autrement, ce qui peut être considéré comme de la provocation. Je pense que tout dépend du marché. Sur les marchés matures où des solutions existantes sont déjà implantées en propriétaire, sur lesquelles des standards existent, à ce moment-là, l'entrée sur le marché en mode open source peut être une façon d'introduire une rupture en fait, au niveau des stratégies commerciales pour s'imposer. Maintenant, pour un marché qui est émergent, sur lesquels les modèles d'adoption, par exemple, ne sont pas encore vraiment connus, sur lesquels les aspects marketing stratégiques sont difficiles à mener parce qu'on n'a pas justement de clientèle de référence, dans certains cas, je préconiserais plutôt d'être prudent. Ça ne veut pas dire forcément faire du propriétaire. Ça veut dire être prudent, et là les stratégies sont multiples parce que les modèles économiques autour de l'open source sont légion. Moi j'ai un petit peu tendance à dire qu'on a tout un spectre. À un extrême, on a le tout service avec licence purement libre. À l'autre extrémité du spectre, on a le modèle éditeur propriétaire. Et d'un certain point de vue, on pourrait dire que le modèle d'éditeur propriétaire n'est qu'un sous-cas du modèle général open source parce que quasiment 80% aujourd'hui des produits propriétaires embarquent des composants open source. Très bien. Vous avez des endroits où on peut trouver des informations sur ce sujet, ou peut-être un blog ou quelque chose, ou simplement vous appeler peut-être Alors effectivement, on peut me contacter, hein, tout simplement. Sinon, je dois dire que je ne détiens pas de monopole de l'information sur le sujet. Il y a des gens qui travaillent et qui publient énormément. Je pense qu'un bon Google peut apporter beaucoup de réponses. La seule chose, c'est que parfois, il est un petit peu compliqué de s'y retrouver, en particulier lorsqu'on n'a pas la culture du domaine. Donc c'est sur ce guidage que je me suis positionné, effectivement. Très bien, il y a aussi une notion de pragmatisme qui n'est pas toujours le cas dans les discussions. Bon, mais merci beaucoup en tout cas, et à bientôt sur IntelliNTV.